J'ai 90 ans, si vous ne pouvez plus vivre seul, n'allez pas en maison de retraite. Il y a une autre solution. Ma fille cadette m'a appelé il y a 3 dimanches et m'a dit « Maman, il faut qu'on parle de ta situation. » J'ai 90 ans. J'ai tout de suite su ce que cela signifiait. Une maison de retraite. Voilà ce qu'elle mijotait depuis des mois, ce qu'aucune de mes filles n'osait prononcer exactement avec ces mots, mais qu'elles tournaient en boucle dans leur tête. Je le voyais dans la façon dont elles me regardaient quand elles croyaient que je ne les voyais pas. Dans ces appels entre elles qui s'arrêtaient net dès que j'entrais dans la pièce. Je m'appelle Pilar Fuentes Marchena. J'ai essayé presque tout ce qu'on m'a proposé, et je veux vous raconter ce qui a fonctionné et ce qui m'a brisé quelque chose à l'intérieur. Parce que ce que j'ai fait ensuite, personne n'en parle. Ni à la télévision, ni dans les brochures qu'on vous donne chez le médecin. Tout le monde dit la même chose, n'est-ce pas? Viens vivre avec nous. Engage quelqu'un pour t'aider. Va dans un endroit où tu seras bien soigné. 3 options. Toujours les 3 mêmes. Comme si la vie d'une personne de 90 ans tenait tout entière dans une liste. Aurelio et moi avons vécu 44 ans ensemble. 44 ans de quelqu'un qui fredonne dans la cuisine pendant que vous préparez le petit déjeuner. Quelqu'un à qui raconter les petites choses de la journée. Quelqu'un qui vous prend la main quand le monde devient trop grand. Quand il est parti, ma fille aînée, Carmen, a tout de suite voulu que je vienne vivre chez elle. J'ai dit non. J'avais besoin de rester dans mon appartement, là où étaient toutes nos affaires, là où Aurelio continuait d'exister d'une certaine manière. Elle n'était pas contente, mais elle a respecté mon choix. Au début, vivre seul était supportable. Je réussissais encore à tout faire. Je cuisinais, je nettoyais, je descendais à la messe. Le dimanche, les amis du groupe de broderie venaient prendre le café. L'appartement était plein de mes affaires, mes photos, ma façon de ranger chaque chose à sa place. Mais le temps fait ce qu'il fait. Il vous transforme d'une façon que vous ne voyez pas avant qu'un jour vous ne réalisiez que vous n'êtes plus la même. Mes genoux ont commencé à protester dans les escaliers. Mes mains tremblaient pour ouvrir certains bocaux. J'entrais dans une pièce et je restais planté au milieu, sans savoir pourquoi j'étais venu. Juste là, à regarder les murs, à me demander si ma tête me lâchait. Un matin, j'ai glissé en sortant de la douche. Rien de grave. Je me suis accroché au porte-serviettes, il ne s'est rien passé. Mais mon cœur battait tellement fort que j'ai cru qu'il allait me briser les côtes. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à penser à toutes ces histoires qu'on entend. Une dame âgée retrouvée 3 semaines après parce que le voisin a remarqué qu'elle ne relevait pas son courrier. Un monsieur mort chez lui pendant que le monde continuait de tourner dehors. Je ne voulais pas que mes filles reçoivent cet appel. Alors j'ai appelé Carmen. Je lui ai dit qu'il serait peut-être bon que je vienne vivre chez elle pour un temps, juste le temps de me remettre un peu. Elle était contente. Son mari, Javier, a fait bonne figure. Mes petits-enfants étaient déjà ravis que grand-mère vienne s'installer. La première semaine a été magnifique, vraiment magnifique. Des dîners tous assis ensemble. Moi qui cuisinais de nouveau, qui refaisais mes plats. Le pot-au-feu du lundi, les croquettes qui rendaient Aurelio fou. Mes petits-enfants riaient avec mes histoires. Je me sentais partie prenante de quelque chose, comme si je n'occupais pas simplement une place dans le monde. Mais à la 2e semaine, la vie a repris le dessus. Carmen et Javier travaillent beaucoup. Mon petit-fils a son entraînement de foot. Ma petite-fille a son cours d'anglais et ses leçons de violon. Certains jours, il partait avant que je me réveille et ne rentrait qu'à l'heure du dîner. Je passais la journée dans cette maison toute seule, sauf que maintenant j'étais seul chez quelqu'un d'autre. C'est différent. C'est plus solitaire. D'une manière que je ne sais pas bien expliquer, mais qui se sent dans les os. Les petites choses ont commencé. Maman, tu peux mettre moins de sel? Javier fait attention. Maman, baisse un peu la télé, les enfants étudient. Samedi on sort. Maman, tu es bien là, hein? Personne n'était cruel. On n'essayait pas de me faire sentir que j'étais un fardeau. Ils vivaient simplement leur vie, et moi j'étais au milieu. Une nuit, j'ai entendu quelque chose qui n'était probablement pas pour moi. Carmen parlait au téléphone avec sa sœur. Elle ne savait pas que j'étais dans la cuisine en train de me faire une camomille. Elle a dit, je sais que c'est la bonne chose à faire, mais je suis épuisé. Je ne peux pas aller au supermarché sans penser à elle et à ses manies. Je suis resté là, debout, la tasse à la main, et quelque chose s'est brisé à l'intérieur. Parce que j'ai compris alors que vivre avec ses enfants n'enlève pas la solitude. Parfois, il l'augmente. Vous êtes entouré de monde, mais vous restez invisible. Vous êtes juste là, au salon, et personne ne vous voit. Au bout de 2 mois,
J'ai dit à Carmen que je retournais dans mon appartement. Elle a essayé de me convaincre de rester plus longtemps, mais j'ai vu le soulagement sur son visage. Elle m'aimait, mais elle était contente que je parte. Ça fait mal d'une autre manière. De retour chez moi, j'ai engagé une aide à domicile. Une fille est venue, puis une autre, puis encore une autre. Chaque fois qu'une nouvelle arrivait, il fallait tout expliquer depuis le début. Où sont les affaires? Comment j'aime mon café? À quelle heure je me lève? Pendant ce temps, les économies qu'Aurelio et moi avions construites centime par centime pendant des décennies disparaissaient comme de l'eau entre les doigts. J'étais fatigué. Je continuais à dépenser de l'argent que je ne pouvais pas me permettre. Alors j'ai arrêté. C'est à ce moment-là que Carmen est devenue vraiment sérieuse. Elle a trouvé une maison de retraite. Un endroit propre, de bonne réputation, disait-elle. Elle voulait que j'essaie pendant un mois. Le jour où je suis entré, j'ai eu l'impression d'arriver dans un hôtel dont on ne peut pas partir. Des murs beiges, de la moquette beige, un couvre-lit beige. Tout beige. Comme si quelqu'un avait décidé que les personnes âgées ne supportent pas les couleurs. Tout était horaire, pas suggestion, horaire. À 7 heures le petit déjeuner, le déjeuner à 14 heures. Je n'ai jamais dîné à 18 heures de ma vie, jamais. Mais là, c'était à 18 heures précises. Et le soir, si vous vouliez lire un peu comme je l'ai toujours fait, à 22 heures on éteignait les lumières du couloir. Si on voyait de la lumière sous votre porte, quelqu'un venait frapper. Madame Pilar, il est l'heure de dormir. J'ai 90 ans. J'ai pris mes propres décisions pendant 9 décennies. Et voilà qu'une fille de l'âge de ma petite fille me disait à quelle heure me coucher. Un après-midi magnifique, j'ai voulu sortir dans la cour pour prendre l'air. Il faisait une brise douce, le ciel était dégagé, les étoiles commençaient à apparaître. Je me suis dirigé vers la porte et un aide-soignant m'a arrêté. Madame Pilar, l'horaire de la cour se termine à 19 heures. C'est le protocole de l'établissement. Cette phrase est devenue ma prison. Le protocole de l'établissement. Je voulais juste sortir un instant. Je ne suis pas confuse, je ne suis pas en danger. Je veux juste un peu d'air et de paix. Il m'a dit que s'il m'arrivait quelque chose, ils étaient responsables. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré parce que j'ai compris ce que j'étais. Non pas une personne, mais une responsabilité, un risque, un problème à gérer. Nous étions toutes là à attendre de mourir. Et je n'étais même pas si malade. Je pouvais marcher, je pouvais penser, je pouvais prendre soin de moi. Mais j'étais là, vivant comme si j'avais déjà abandonné. Au bout de 3 semaines, j'ai appelé Carmen. Je lui ai dit de venir me chercher. Elle m'a dit que j'avais promis d'essayer un mois. Je lui ai répondu que j'avais assez essayé, que je préférais me débrouiller chez moi et être libre plutôt que d'être à l'aise dans une cage. Le jour où je suis sorti, le soleil brillait plus fort. Je respirais mieux. Mais dans mon appartement, rien n'avait changé. Je n'arrivais toujours pas à tout faire. J'avais toujours besoin d'aide. Je me suis assise près de la fenêtre pendant plusieurs jours à regarder la rue, à me demander ce que j'étais censé faire. La situation était la même. Seul l'endroit avait changé. C'est alors qu'il s'est passé quelque chose que je n'attendais pas. Un matin, je suis descendu faire ma promenade habituelle. Je le fais encore, lentement, mais je le fais. Et dans l'entrée, j'ai croisé la voisine du 4e. Elle s'appelle Lucia. Elle vivait dans l'immeuble depuis quelques mois. Je l'avais vue quelques fois dans l'ascenseur. On s'était juste dit bonjour. Mais ce jour-là, elle avait un visage que j'ai reconnu immédiatement. Le visage de quelqu'un qui supporte trop de choses depuis trop longtemps. Elle parlait au téléphone d'une voix tendue. Je ne peux pas ressortir encore une fois. On m'a dit que si j'arrive encore en retard, je vais avoir une sanction. Elle a raccroché, les yeux pleins de larmes qu'elle refusait de laisser tomber. Je savais un peu de sa situation parce qu'une autre voisine m'avait raconté. Son père était venu vivre chez elle il y a 6 mois. Un homme de 78 ans souffrant de démence. Son mari travaille dehors sur des chantiers, des mois sans revenir. Elle est seule avec son père, avec son travail, avec tout. Sans trop réfléchir, je me suis approché. Lucia, lui ai-je dit, si tu as besoin que je reste un moment avec ton père pendant que tu vas quelque part, moi je suis chez moi presque toute la journée. Elle m'a regardé comme si je venais de lui offrir quelque chose d'incroyable. Je ne peux pas vous demander ça, m'a-t-elle dit. Tu ne me le demandes pas, lui ai-je répondu. Je te l'offre. Elle a hésité. Puis elle a dit oui. Elle m'a dit que son patron l'avertissait depuis des semaines que si elle arrivait encore une fois en retard, il y aurait des conséquences. Elle m'a dit que son père s'appelait Domingo et que dans les bons moments, c'était un homme tranquille.
mais qu'il avait parfois peur des gens qu'il ne connaît pas. Le lendemain matin, j'ai frappé à sa porte. Je me suis senti un peu bête, à 90 ans, à attendre sur le palier pour m'occuper d'un homme que je ne connaissais pas du tout. Lucien m'a ouvert, le manteau déjà mis, prêt à sortir. Avec cette hâte contenue de quelqu'un qui court depuis des mois. Elle m'a conduite au salon. Domingo était assis dans son fauteuil, regardant par la fenêtre. Un homme âgé, les cheveux blancs, les grandes mains de quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Lucien m'a présenté à lui. Il l'a regardée sans la reconnaître. J'ai vu ça. Je l'ai vu la regarder comme on regarde une inconnue. Et j'ai aussi vu la douleur que cela lui causait, cette douleur d'une seconde qu'elle a essayé de cacher avant de me faire 2 bises et de sortir. Je suis resté seul avec Domingo. Je me suis assis sur la chaise en face de la sienne. Il m'a regardé, je l'ai regardé. Pendant un moment, aucun de nous n'a dit un mot. Puis il a montré la fenêtre du doigt et m'a dit « Bonne lumière aujourd'hui ?» Je lui ai dit que oui, qu'il y avait une bonne lumière. Il m'a demandé si j'habitais dans le quartier. Je lui ai dit qu'au rez-de-chaussée, que j'étais dans l'immeuble depuis très longtemps. Il a hoché la tête comme si cela avait un sens pour lui. Il m'a demandé mon nom. Je lui ai dit Pilar. Il a répété mon nom lentement, comme pour le goûter. Et nous avons ainsi parlé de petites choses, du temps, de ce qu'était le quartier avant. Il avait des bribes de mémoire qui apparaissaient et disparaissaient sans ordre. Parfois il disait quelque chose de tout à fait cohérent, parfois il se perdait au milieu d'une phrase et regardait devant lui avec cette expression de quelqu'un qui cherche quelque chose qu'il sait qui était là un instant plus tôt. Moi, je n'avais pas peur. À mon âge, on a assez vu pour ne pas avoir peur de ces choses. Quand Lucia est revenue à midi, son père et moi étions en train d'écouter la radio. Une station de musique ancienne. Domingo fredonnait doucement, les yeux fermés, quelque chose que moi aussi j'ai reconnu sans pouvoir lui donner de nom. Lucia est restée un moment immobile sur le seuil à le regarder. Puis elle m'a regardé moi. Elle n'a rien dit, mais dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que j'ai mis un peu de temps à déchiffrer. Ce n'était pas seulement du soulagement. C'était le visage de quelqu'un qui voit son père se perdre depuis des mois et qui soudain le voit un peu plus présent. Cet après-midi-là, elle m'a apporté un Tupperware de lentilles. J'en ai fait trop, Pilar, s'il vous plaît. Je ne voulais pas accepter, mais elle a insisté. Vous m'aidez, laissez-moi vous aider. Elle l'a dit comme si c'était la chose la plus simple du monde. Et c'est ainsi que tout a commencé à chaque matin où Lucia devait être au travail avant 9 heures, je montais au 4e. Domingo s'est habitué à me voir. Il ne savait pas toujours dire qui j'étais, mais quand j'entrais, quelque chose en lui se calmait. Je le voyais dans ses épaules qui se baissaient, dans sa respiration qui devenait plus tranquille. Un jour, environ 3 semaines après le début, je suis entré et Domingo était plus agité que d'habitude. Il arpentait le couloir en parlant tout seul, cherchant quelque chose qu'il ne trouvait pas. Avec cette angoisse qui fait peur parce qu'on ne sait pas d'où elle vient ni comment l'arrêter. Je me suis mise devant lui sans le bloquer. Juste en étant là. J'ai dit son nom lentement. Il m'a regardé et alors il a fait quelque chose que je n'attendais pas. Il a pris mes mains. Les 2 mains. Il les a tenues entre les siennes, ses grandes mains qui avaient travaillé la terre toute leur vie. Et il m'a regardé avec une clarté que je ne lui avais jamais vue jusque-là. Il m'a dit d'une voix parfaitement calme, « Vous ressemblez à ma mère. » Je n'ai pas su quoi dire. Il a continué. Ma mère avait cette manière d'être sans faire de bruit, comme si l'endroit où elle se trouvait devenait tranquille. Puis il a lâché mes mains, il est retourné à son fauteuil et 30 secondes plus tard, il regardait déjà par la fenêtre, perdu ailleurs. Je suis resté là, debout, les mains encore chaudes des siennes. Lucia l'a vu depuis le seuil. Elle était arrivée plus tôt que prévu et s'était arrêtée sur le pas de la porte sans que je l'entende entrer. Quand je me suis retourné, elle pleurait. Pas ses larmes contenues habituelles. Elle pleurait vraiment, la main sur la bouche. Je lui ai demandé si elle allait bien. Elle m'a dit, « Il y a des semaines qu'il ne me reconnaît pas, moi. Et vous, il vient de vous dire que vous ressemblez à sa mère. » Je n'ai pas su quoi répondre parce qu'il n'y avait pas de réponse. Il y avait juste ce moment, un de ces moments qui ne s'expliquent pas, mais qui se ressentent quelque part très profond. Je me suis assise avec elle dans la cuisine pendant que ça se dissipait. Je lui ai servi de l'eau. Elle m'a dit des choses qu'elle avait gardées longtemps. Qu'il y avait des semaines où elle rentrait du travail et son père ne la regardait pas. Qu'il y avait des nuits où elle se demandait s'il était encore là d'une certaine manière. Qu'elle pleurait parfois dans la salle de bain pour qu'il ne l'entende pas. Je lui ai dit qu'il était là, que je le voyais. À partir de là, les choses ont changé d'une façon que je n'aurais pas pu prévoir.
Lucia a commencé à rentrer à la maison plus tranquille. Elle a cessé d'avoir cette hâte tendue qu'elle portait dans tout son corps. Son mari est venu un week-end et il m'a réparé le robinet de la cuisine qui fuyait depuis des mois. Il a changé une ampoule que je n'atteignais pas. Lucia m'a appris à faire mes courses par téléphone. Je pensais que ce n'était pas pour moi, mais elle s'est assise avec moi et elle m'a expliqué pas à pas. Domingo et moi avons trouvé notre manière d'être. Nous ne parlions pas toujours. Parfois, il suffisait d'être au même endroit. Lui dans son fauteuil, moi sur la chaise d'en face, la radio allumée. Il fredonnait, je brodais. Deux personnes âgées partageant le silence du matin. Un jour, Lucia m'a dit quelque chose que je n'ai pas oublié. Elle m'a dit, « Pilar, vous m'avez changé la vie. Yekolai. Travailler, rentrer, m'occuper de lui, retourner travailler. » Certains jours, je pleurais dans la voiture, sur le parking, toute seule avant de monter. Mais maintenant je peux respirer. Vous m'avez rendu quelque chose que je croyais avoir perdu. Les yeux m'en sont devenus pleins. Je lui ai dit, « Toi aussi, tu me l'as rendu, ma fille. » J'avais oublié ce que c'était que d'importer à quelqu'un, d'être vraiment utile. Et ça, à 90 ans, c'est la seule chose qu'on ne peut pas acheter. Et voilà ce qui manquait dans tout ce que j'avais essayé avant. Chez Carmen, je me sentais un fardeau, même si personne ne le disait. Avec les aides à domicile, elles faisaient leur travail et s'en allaient. En maison de retraite, j'étais un numéro sur une liste. Mais cela, c'était différent. Je ne faisais pas que recevoir de l'aide, j'en donnais aussi. Domingo avait besoin de moi, Lucia avait besoin de moi, et moi j'avais besoin d'elle autant qu'elles avaient besoin de moi. J'ai pensé à toutes les économies que j'avais dépensées, aux aides qui venaient et repartaient, au mois passé à me sentir comme un inventaire à gérer. Maintenant je dépensais presque rien, mais j'avais plus de vraie aide que jamais. Le genre d'aide qui vient de quelqu'un qui vous aide parce que vous comptez pour lui, pas parce qu'on le paie. L'argent achète des services. Il n'achète pas cela. Si en ce moment vous ressentez quelque chose que vous ne savez pas bien nommer, c'est exactement ce que ce récit existe pour provoquer. J'ai 90 ans, j'ai tout essayé, et cet accord avec ma voisine du 4e, cette chose que personne n'a planifiée, c'est ce qui fonctionne. Pas parce que c'est parfait, mais parce que c'est réel. Parce que nous avons vraiment besoin les uns des autres. Vieillir ne rend pas inutile. Cela change simplement ce que vous avez à donner. Je ne peux plus porter de lourds sacs, mais je peux m'asseoir avec un homme qui se perd et faire en sorte que l'endroit devienne tranquille. Je sais écouter. Je sais être là. J'ai du temps. J'ai tout ce que j'ai vécu. Vous n'avez pas à choisir entre vous débrouiller seul ou disparaître dans un endroit où vous attendez que la fin arrive. Il y a une autre option. La communauté. Une communauté réelle où les gens ont besoin les uns des autres pour de vraies raisons. À ceux qui regardaient cela et qui avaient près de vous un père, une mère, une personne âgée qui a besoin d'aide, ne présumez pas que vous savez ce dont ils ont besoin. Demandez-leur. Écoutez-les vraiment. À ceux qui ont mon âge et qui font face à ces décisions, vous n'êtes pas obligé de disparaître juste parce que vous avez besoin d'aide. Regardez autour de vous. Qui dans votre vie peut avoir besoin de ce que vous avez à donner? J'ai failli passer devant Lucia ce matin-là sans rien dire. Mais je me suis arrêté. J'ai ouvert la bouche. J'ai proposé. Et cela a tout changé. Je ne dis pas que c'est parfait maintenant. J'ai encore des jours difficiles. Il se peut qu'un jour j'ai besoin de plus d'aide que Lucia ne peut m'en donner. Je verrai bien quand ce jour viendra. Mais ce jour n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis monté au 4e à 9 heures. Domingo et moi avons écouté la radio. Quand je me suis levé pour partir, il a dit quelque chose que je n'attendais pas. Il a dit, sans me regarder, les yeux fixés sur la fenêtre, « Demain aussi vous venez, n'est-ce pas ?» Je lui ai dit que oui, que demain aussi je viendrai. C'est cela que j'avais perdu dans tous les autres arrangements. Être le premier choix de quelqu'un. Être quelqu'un qui compte. J'aimerais savoir quel âge vous avez et d'où vous m'écoutez. Laissez-le dans les commentaires si vous voulez. J'aime savoir jusqu'où vont ces histoires. Jusqu'à la prochaine fois, et prenez soin de vous et des personnes qui sont près de vous. On ne sait jamais qui va vous changer la vie.